Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, c'est le bilan de la mi-année. Je l'avais déjà fait l'année dernière et de mémoire, l'année dernière j'avais fait un espèce de mix, j'avais pris plusieurs tags de la mi-année parce qu'il en existe plusieurs et j'avais récupéré dans tous ces tags les questions qui m'intéressaient. Du coup, a priori, les questions que je vais faire ici et que je vous montre ici dans l'ordre dans lequel je vais les faire ici, elles n'existent sur aucune chaîne. C'est-à-dire que les questions que je vous montre ici, rassemblées dans une seule et même vidéo bilan de la mi-année, ça n'existe pas sur les autres chaînes puisque c'est moi qui l'ai fait. Il y a des questions qui m'intéressent pas, il y a des questions que je trouve nulles, clairement, je vois pas l'intérêt de ces questions-là. Il y en a 12 je crois, je sais plus. Attendez, je compte les livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, il doit y en avoir 12. Parce que j'en ai compté 11, mais ça me paraît bizarre que j'ai fait un truc par rond parce que j'aime bien les trucs ronds. Bref, du coup, il y a 12 questions. Et c'est pour revenir sur mes lectures des 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin inclus. Les gens ont tendance à dire que la mi-année c'est début juin. Non, la mi-année c'est fin juin en fait. Hein. Voilà, ça dirait de. Bref, voilà. Et je me suis rendu compte en faisant ce tag, j'ai galéré pour la plupart des questions. Parce qu'en vrai, j'ai eu des bonnes lectures, mais j'ai pas eu beaucoup de très très bonnes lectures. Et pour toutes les questions, j'aime bien parler de livres que j'ai vraiment vraiment adorés, et pas juste que j'ai un peu aimé, vous voyez. Bon, il y a quand même des questions sur les déceptions, les trucs que t'as pas aimé et tout, mais pour les autres questions, j'aime bien parler d'un livre que j'ai vraiment vraiment aimé, et pas juste d'un livre qui répond à la question, vous voyez. Du coup, j'ai un peu galéré, mais bon, en même temps, c'est moi qui ai fait les questions à la fin, qui ai rassemblé ces questions-là l'année dernière, donc j'allais pas recommencer cette année à refaire les questions, vas-y flemme. Donc, bref, c'est parti. Comme d'habitude, je vais regarder par là-bas parce que du coup, il y a mon ordi avec les questions. Moi, j'ai la flemme de. Ouais, je le dis jamais, mais en fait, la plupart du temps, j'ai la flemme de tout écrire sur un carnet et tout. Je trouve que ça sert à rien. Ça sert juste pour la vidéo, et puis après, le carnet, il sert à rien. Vous me direz, j'ai plein de carnets qui ne servent à rien parce qu'ils sont vides chez moi, mais bref, c'est comme ça. Première question, avez-vous eu un coup de cœur? Celle-là, je l'ai laissée, et je l'avais laissée l'année dernière déjà parce que je trouve que ça permet de revenir vraiment sur un livre que j'ai adoré et que je sais pas où mettre dans les autres catégories. Vous voyez, mais je galère toujours parce que vous ne m'avez. Vous ne m'entendez jamais dire qu'un livre est un coup de cœur en petite lecture ou même en vlog. Je ne le dis jamais. J'arrive pas avec cette définition-là, mais la question est formulée comme ça et la question avec ce mot-là, coup de cœur, ça permet de comprendre, voyez-vous. Et bref. Du coup, j'ai choisi un livre que vraiment j'ai adoré. Il aurait pu rentrer dans d'autres catégories, mais j'avais trop envie de le mettre là. Voilà, c'est comme ça. C'est Ami à vie de Pierre Bottero. Franchement, j'adore les Pierre Bottero, j'adore. C'est mon troisième que je lis dans cette collection-là. D'ailleurs, il faudrait que j'achète les autres parce que je les ai toujours pas achetés. Oui, c'est bien, ça me fait une excuse pour acheter des bouquins. Mais vraiment, Pierre Bottero a la capacité d'écrire. Il se met dans la tête de filles de 12-13 ans, peut-être même moins. Et c'est tellement juste. Vraiment, j'ai entendu d'autres youtubeurs et d'autres youtubeuses dire ça. Et dans ma tête, je me dis non, mais c'est pas possible qu'un homme adulte arrive à retranscrire les sentiments d'une jeune fille de 12-13 ans. À quel moment? C'est-à-dire, enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était bizarre, tu vois. Et en fait, il y arrive parfaitement. Ici, on rencontre une jeune fille qui va à l'école et tout. Ses parents sont profs. Donc elle est assez... enfin, depuis qu'elle est petite, on l'a habituée à étudier, à faire ses devoirs, à être une bonne élève, en gros. Et elle va rencontrer Sonia, qui est une nouvelle dans l'école. Et Sonia n'est pas très assidue, elle n'est pas très sérieuse, elle est pas bonne élève en fait. Et elle est absente de temps en temps, mais les profs lui disent rien, c'est très bizarre, elle comprend pas. Et au bout d'un moment, elle va comprendre, on va lui expliquer pourquoi Sonia est absente et ce qui se passe dans la vie de Sonia. C'est un sujet vraiment très difficile. C'est en fait, je sais même pas ce qu'il faut vous dire pour vous donner envie de lire ce livre. Le thème est vraiment très dur, c'est vraiment très difficile. C'est un truc que quand ça t'arrive en tant qu'adulte, déjà, c'est pas ouf. Mais alors quand t'as 9-10 ans, je sais pas quel âge elles ont, je crois qu'elles sont qu'en primaire, donc je dirais 9-10 ans. C'est vraiment terrible quand ça t'arrive à cet âge-là. Et t'es pas censé gérer ça à cet âge-là. T'es pas censé devoir gérer ça à cet âge-là, mais si ça t'arrive à cet âge-là, t'as pas le choix en fait. Voilà. Et donc, comme le titre l'indique, elles vont devenir amies et un personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, va soutenir Sonia, aider Sonia et elles vont s'entraider et c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment cool. C'est ouf parce que c'est un livre vraiment très 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 court et moi j'aime pas les livres courts. Il fait quoi, 150 pages, un truc comme ça? Il fait 136 pages. J'aime pas les livres courts, mais celui-là, vraiment, il est génial.
Pour ceux qui se poseraient la question, je précise quand même, c'est aussi moi qui ai fait l'ordre des questions. Du coup, pour contrebalancer en deux, j'ai mis. Je crois que la question initiale c'était un truc du genre ta pire lecture ou un truc comme ça, mais je trouvais ça vraiment très violent. Et dans ma pire lecture, je me sens obligée de faire. Enfin, si c'est ma pire lecture, je peux pas l'avoir terminée. Vous voyez. Et dans ce tag-là, j'aime bien mettre que des livres que j'ai terminés. Donc, je l'ai appelé ma plus grande déception. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu débat, il n'y a rien eu. Le Secret d'Outre-Tombe, donc le tome 4 des Mystères de Harper Connelly, écrit par Charlene Harris. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Vraiment, je trouve la saga, l'ambiance, l'univers, le personnage génial. Et ce tome 4, un échec total, une déception monumentale, vraiment. Le concept de la saga est ouf. On suit donc, comment elle s'appelle à chaque fois, je vais l'appeler Charlene Harris. Mais non, Charlene Harris, c'est l'autrice Harper Connelly qui a la capacité de retrouver les cadavres des gens. C'est très gore, c'est très trash, mais moi j'adore, voyez-vous. Et du coup, elle aide beaucoup de familles, des personnes qui sont disparues ou qu'on sait qui sont morts, et mais on sait juste pas où ils sont, et donc du coup elle cherche les cadavres des gens. C'est son métier, c'est comme ça. Vraiment j'adore, elle aide les gens. C'est un peu, un petit peu comme Charlie Davidson. Charlie Davidson voit les morts, elle non. Mais voilà, c'est un peu la même ambiance, et le personnage est vraiment très cool. Mais alors ce tome 4, je l'ai trouvé d'une longueur, c'est dommage. En fait, l'histoire, dans chaque tome, il y a une histoire avec un cadavre à retrouver et tout et tout. Et là, tu doutes dès le début que comme c'est le dernier tome et qu'on t'a parlé de la vie privée de Harper Connelly, bah, on allait aussi résoudre ce truc-là. Parce qu'il se trouve que sa petite sœur a disparu il y a des années de ça et qu'elle l'a jamais trouvée. Elle veut la trouver, mais elle ne peut pas sillonner les États-Unis en long, en large et en travers jusqu'à retrouver le cadavre de sa sœur. Ça serait quand même extrêmement chronophage. Bref, donc on se doute que va y avoir ça qui va se résoudre. Et en plus, t'as une autre histoire, mais du coup, c'est très flou. J'ai trouvé ça vraiment très flou. Il y a un problème de construction, il y a un problème de cohésion, ça va pas. Je me suis ennuyée à certains moments, et puis du coup, j'ai deviné la fin. Et du coup, quand j'ai lu la fin et le final, j'ai même pas eu cet effet waouh que j'avais eu avec avec les 3 premiers tomes. Parce que dans les 3 premiers tomes, tu crois que tu devines, et en fait, le final va beaucoup plus loin que, en tout cas, ce que moi j'avais imaginé et ce que moi j'avais deviné. Et là, bah, du coup, je m'attendais à un final vraiment encore plus ouf que pour les 3 premiers. Et alors, il est bien le final, la conclusion est cool et tout, mais enfin, cool. Ça se résout, et il y a effectivement un ou deux trucs que j'avais pas vu venir, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, et vraiment, j'ai rien eu le bouquin en me disant tout ça pour ça. Je suis dégoûtée, vraiment, je suis dégoûtée. J'ai adoré les 3 premiers tomes, et celui-là, échec total. La troisième question, c'est ma plus grande surprise. Et là, j'ai un peu galéré. Et je me suis rendu compte, en préparant les réponses aux questions, que j'ai énormément de mal à mettre des romances dans ces tags et en réponse à mes meilleures lectures de la première moitié de l'année. Je sais pas pourquoi. J'adore les romances, j'en lis beaucoup. C'est les livres que je lis les plus vite, que je dévore, que je kiffe. Et j'arrive pas à les mettre en réponse à des tags. Je trouve que c'est pas suffisant. C'est bizarre, c'est ouf. Donc en réponse à cette troisième question, ma plus grande surprise, de base, j'avais mis un autre livre qui répond à la question d'après, vous allez voir. Et du coup, bah, après j'ai changé et tout, et je me suis dit merde, qu'est-ce que je mets à cette réponse-là? Et comme je l'ai dit, j'ai pas eu énormément de très très bonnes lectures sur ce début d'année. Et donc, bah, j'ai mis une romance, oui, c'est tout ça pour ça. Donc j'ai mis Sky High de Emma R. Lowell. En fait, je l'ai mis là parce que c'est une romance d'une autrice que je ne connaissais pas. Et je me suis lancée dedans par hasard. En plus, c'est un peu du young adulte. Et franchement, j'ai adoré. C'était hyper frais, hyper fun, hyper cool. J'ai passé un super moment. On y suit Jill qui travaille d'arrache-pied pour rentrer en médecine. Genre vraiment, c'est son objectif ultime. Bosser pour aller en fac de médecine à Londres, je crois. Et elle va, avec sa meilleure amie, elle décide de faire une activité un peu sportive, un peu qui les sortent de leur zone de confort et de ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et elles vont s'inscrire à un cours d'escalade. C'était pas du tout prévu, mais bon, elles s'inscrivent à un cours d'escalade. Et elle va rencontrer donc Jared. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'était vraiment, vraiment cool. Et il y a un petit twist au milieu. J'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Il y a un petit twist au milieu du livre avec un événement qui s'est réellement passé à Londres. Un événement dramatique assez récent.
peut-être vous avez deviné de quoi je parle, bref. Du coup ça va venir bouleverser la vie de Jill et de Jared et de sa famille et de leur famille et de leurs amis et tout. Et franchement je m'attendais pas en fait je m'attendais à vraiment une romance toute mignonne, toute douce jusqu'au bout. Et quand cet événement arrive, ça balaye tout, ça change toute la perspective de tous les personnages. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce renversement de situation que tu ne peux pas venir voir à moins que tu aies vu ma vidéo et que je t'ai dit qu'il allait y avoir un twist au milieu. Sinon tu le vois pas, tu ne le vois absolument pas venir, genre vraiment. Et voilà, j'ai adoré ce roman. Pour la quatrième question, je me suis moi-même mise en difficulté parce que je ne savais plus ce que j'avais voulu dire en formulant la question comme ça. Oui, non, mais c'est pratique. Donc la quatrième question, c'est personnage préféré découvert cette année. Et du coup, quand je l'ai lu au début, je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je trouve un personnage que j'ai rencontré dans les 6 premiers mois de l'année et qui fait partie de mes personnages préférés de tous les temps. C'est-à-dire à peu près au même rang que Pita de Hunger Games, oui, toujours le même, je sais. Et il y en a pas, en vrai, il y en a pas qui sont aussi hauts pour moi. Il y en a très très peu qui atteignent le stade de Pita, hein, mais bon, j'ai quand même un petit top 10 de personnages que vraiment j'adore. Jared Davidson en fait probablement partie, bref. Et il y en avait pas. Et ensuite, je me suis dit, je vais juste choisir le personnage que j'ai rencontré sur ces 6 mois-là et que je préfère parmi tous les autres que j'ai rencontrés sur ces 6 mois-là. Vous savez, c'est pas le même délire. Et donc, bah, finalement, j'ai changé. J'avais mis ce livre-là dans la réponse, dans la question d'avant, et finalement, je l'ai mis là. Donc, j'ai mis Apolline et le chat masqué de Chris Riddle, parce que Apolline, j'adore ce personnage. Je la trouve tellement cool, elle est tellement géniale. Pour vous donner un ordre d'idée en termes d'héroïne jeunesse, pour moi, elle est aussi géniale que Mathilda de Roald Dahl. Oui, j'ai osé, mais vraiment, ce personnage-là est trop cool. Et encore une fois, moi, à 8 ans, j'aurais kiffé avoir ce personnage-là. Cette petite fille indépendante qui fait ce qu'elle veut, qui pense ce qu'elle veut, qui est autonome, qui se prend pas la tête. Elle est hors des normes de la société et elle en a rien à foutre. On est déjà de base dans une société très différente de la nôtre, c'est un peu une dystopie quand même. Et même si la société est très différente de la nôtre avec des normes différentes de la nôtre, elle est quand même hors norme dans une société hors norme pour nous. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Et avoir un exemple pareil, je me serais construite vraiment différemment si j'avais lu ça quand j'avais 8-9 ans. Franchement, je serais partie dans la vie en me disant c'est possible d'être hors norme et de bien le vivre en fait. T'es pas obligé d'être dans la norme, parce qu'encore une fois, moi quand j'étais ado, mon but c'était rentrer dans le moule et que personne me voit. Hein. Bref, vraiment, j'adore Apolline. Ce personnage est vraiment, vraiment trop cool. C'est hyper fun, hyper mignon, c'est illustré et tout. Je sais pas à partir de quel âge c'est recommandé, mais genre, moi je l'ai dit, à partir du moment où un enfant est capable de lire tout seul, ça c'est ok. Donc il n'y a pas vraiment d'âge. S'il a 6 ans, il peut lire tout seul. À 6 ans, il peut lire ça. S'il a 7 ans, voilà, vous avez compris. Voilà, mais avant, genre même s'il a 5-6 ans, après il reste 5 ans, il sait pas lire parce que t'as pas encore appris. Mais genre l'année du CP où tu sais pas encore lire vraiment, on peut lui lire. Franchement, c'est vraiment très très jeunesse. Et moi j'ai adoré. Vraiment, ça me fait penser à un vlog de Margot Liseuse que moi j'ai vu il y a pas longtemps parce que j'avais mis d'en regarder plus tard et du coup j'ai fini par le regarder, où elle dit qu'elle en a marre, on lui casse les couilles parce qu'elle a plus de 30 ans et qu'elle est du young adulte. Ben moi je vais avoir 29 ans cette année et je suis encore capable de m'éclater avec un livre jeunesse. Et il n'y a rien d'honteux à lire de la jeunesse ou du young adulte quand t'as 30, 35, 40, 50 ans. Et probablement, et j'espère en fait que dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, je lirai encore de la jeunesse et du young adulte et je m'éclaterai encore avec de la jeunesse et du young adulte, parce que sinon, en adulte, il y a peu de livres fun, tu vois. C'est quand même très du contemporain, du thriller, ça reste quand même très tendu et très... C'est pas très drôle quoi l'adulte. Il y a des livres adultes qui sont un peu plus légers, les romances en général, mais il n'y en a pas énormément quand même, alors qu'en jeunesse et en young adulte c'est vachement cool quoi. Bref, parenthèse fermée. La question suivante c'est: avez-vous découvert un nouvel auteur ou une nouvelle autrice? Et là, franchement, j'ai galéré parce que j'ai pas lu tant de nouvelles autrices ou de nouveaux auteurs sur le début de l'année. En tout cas, pas des livres que j'ai terminés parce que sinon c'est pas drôle. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais montrer un graphique parce que j'ai pas montré beaucoup de graphiques. Apolline est un peu graphique, mais pas énormément. Et bref, j'ai choisi Hiver indien de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Si je me trompe pas, Charlotte Bousquet est au texte et Stéphanie Rubini est au dessin. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais peur parce qu'on a quand même un sapin
sur la couverture, et que donc on est un petit peu au moment de Noël. On est globalement sur les 15 jours on est sur les 15 jours et je vais y arriver. Le livre se passe sur 15 jours et ça démarre juste avant Noël et ça se termine après le Nouvel An. Vous voyez, on est sur cette période-là. Du coup, on n'est pas vraiment concentré que sur Noël. Et franchement, je l'avais lu, c'était mon graphique pour l'hiver. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai pas encore souhaité d'acheter du Charlotte Bousquet. À moins que Brexit Romance, c'est elle? Non, je sais. Je sais. Peut-être j'ai acheté du Charlotte Bousquet, peut-être pas. Si Brexit Romance c'est du Charlotte Bousquet, alors j'ai acheté du Charlotte Bousquet. Sinon, non. Il faudrait que j'essaye. Mais Charlotte Bousquet, je sais pas pourquoi, c'est une autrice qui me fait très peur. Du coup, voilà. Deuxième question, c'est avez-vous lu un livre de vos auteurs ou une de vos autrices préférées? Et là, j'ai pas mal d'auteurs, enfin j'ai 4-5 auteurs autrices que vraiment j'aime beaucoup. Mais je les lis pas très souvent. Enfin, de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Mais j'en ai quand même trouvé un et je suis tellement contente d'avoir lu cette autrice. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vais vous montrer le tome 1, mais je crois que le tome 1, je l'ai lu en fin d'année dernière et que j'ai lu le tome 2 cette année, mais c'est mieux de vous montrer le tome 1 quand même. Bref, donc, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 1, étiquette et espionnage. J'ai lu le tome 2 en 2022, mais je vous montre le tome 1. Bref, j'adore. De Gail Carriger. Je l'ai même pas dit, mais j'adore Gail Carriger, vraiment. Elle a un style, une plume, une construction que je trouve vraiment géniale. Ces personnages, mon Dieu, ces personnages sont tellement cool. Et je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Ce que je préfère, c'est que elle situe ces histoires à une époque où les conventions et la société sont pour les femmes hyper lourdes. Genre vraiment, c'est la société qui décide à cette époque-là comment les femmes s'habillent, comment les femmes se comportent, comment les femmes se maquillent. Et encore plus qu'aujourd'hui, dès que tu fais pas ce qu'il faut, c'est une catastrophe. Et ta réputation, ta vie entière sont ruinées parce que un jour, t'as mis une jupe qui montre tes chevilles. Vraiment, pour l'époque, c'est scandaleux de faire ça. Et donc, elle situe ces histoires à ces époques-là. Et elle crée des personnages féminins qui sont à la limite qui sont à la limite d'enfreindre ces règles, grand malheur, voyez-vous, mais qui ne les enfreignent pas. Et du coup, elle joue avec ça et je trouve ça vraiment génial, cette capacité de... En fait, c'est intégrer des normes sociales qu'elle trouve et que je trouve en tout cas nulles et vraiment beaucoup trop restreignante pour les femmes, c'est intégrer ça à son histoire, ça en fait vraiment pleinement partie, tout en jouant avec et du coup en les dénonçant. Elle fait ça, vraiment je trouve ça génial, je sais pas comment elle arrive à faire ça mais c'est dingue, j'adore Gail Carriger, j'adore ses personnages. Ici on suit Sophronia qui est une jeune fille de 15-16 ans je dirais. Moi j'avais lu avant ça... à chaque fois je galère à retrouver le nom. Oh, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle? Faut pas m'aider vous? Non, truc de sans âge là, Alexandra Botti. Voilà. Vous ferez avec Alexandra Botti et sans âge, sans âme, c'est le tome 1. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc dans cette première saga que moi j'ai lue et que l'autrice a écrite, on suit une femme adulte qui a 40-45 ans. Et là on suit une ado. Du coup c'est la même, enfin ici ça se passe avant le protectorat de l'ombrelle. Ah j'ai retrouvé, ça y est. Ici ça se passe avant le protectorat de l'ombrelle. Donc les normes sont à peu près les mêmes. Il doit y avoir peut-être 20 ans d'écart entre les deux sagas. Donc niveau normes de la société on n'est pas très éloigné. Mais ici on suit une ado et dans le protectorat on suit une adulte. Et vraiment les deux points de vue sont assez différents. Je trouve ça cool. C'est génial parce que du coup on retrouve des personnages qu'on a déjà croisés dans le protectorat de l'ombrelle. Si on l'a lu et si on l'a pas lu c'est pas gênant. J'adore quand les autrices font ça. Vraiment j'ai jamais vu d'auteur faire ça donc je parle d'autrice. Peut-être que... comment il s'appelle celui qui a écrit... Oh Le Puits des Mémoires. Gabriel Katz le fait avec ses livres, mais moi j'ai pas lu ça encore, donc bref, on s'en fout. Vraiment, j'adore. Lisez du Gail Carriger, votre vie sera beaucoup mieux. Question 7, c'est meilleure suite de série que vous avez lu jusqu'à maintenant. Et de nouveau, j'ai choisi un graphique. Je suis désolée pour le soleil, il a décidé de jouer à cache-cache avec les nuages. Et du coup, la luminosité bouge probablement, selon la vidéo. Bref, donc pour la suite de saga, j'ai décidé de reparler de graphique. Parce que
parce qu'il n'y a pas beaucoup de graphiques dans cette espèce de tag sinon. Les brumes de son lune, pas du tout. Le veilleur des brumes, le tome 2, Un monde sans ténèbres de Robert Kondo et 10. Tsutumi, j'avais lu le tome 1 il y a hyper longtemps et en fait j'ai relu le tome 1 et j'ai lu le tome 2 et 3 cette année. Et j'adore cette saga, vraiment. Les dessins sont ouf, l'histoire est dingue. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est fils du veilleur des brumes et donc qui se retrouve à devoir gérer le barrage anti-brume pour pas que la brume envahisse son village. Le jour où son père disparaît. Son père a disparu, on sait pas où il est. Et donc du coup il se débrouille avec ça. C'est un peu fantastique. Pardon, ma voix se barre. C'est un peu fantastique, je sais pas si c'est vraiment de la fantaisie. Je pense que c'est plus de la fantaisie. Mais vraiment, j'ai adoré cette saga et je l'ai très peu vue sur les chaînes Booktube. Parce que moi je suis très peu Bookstagram et tout, mais sur Booktube je l'ai pas vue en tout cas. Et vraiment, je vous conseille cette saga. C'est vraiment génial, ça se lit hyper vite. Il n'y a pas énormément de texte, je vais vous montrer. Voilà, en général, il y a beaucoup de bulles sans texte. Je vais essayer de vous montrer une page avec beaucoup de texte. Dans cette saga, mais c'est vraiment, en général il y a 3-4 bulles par double page, il y a même des doubles pages sans aucune bulle ou quasiment, et là il n'y en a qu'une de bulle par exemple, donc vraiment ça se lit hyper vite, c'est hyper agréable, la colorimétrie est vraiment ouf, les personnages, enfin j'ai adoré cette saga, et il faudrait que je regarde s'ils ont fait d'autres choses, de l'un ou l'autre, je sais pas, mais voilà, si vous savez si Robert Kondo a écrit autre chose, parce que je pense que c'est lui qui a écrit, franchement je suis preneuse parce que j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment lire autre chose de lui. En fait, j'ai tendance à me dire que l'auteur est mis en premier, mais ça se trouve pas du tout. Bref. Pour la question 8, j'ai pas vraiment eu le choix, parce que en fait, il y en a qu'une. Donc la question c'est, avez-vous terminé une série? Et en fait, autant j'ai mis beaucoup de sagas à terminer en 2022, autant j'en ai pas encore terminé beaucoup. Et je le vois là-bas, hein, l'habitant, il est toujours là-bas, il a pas bougé, je ne l'ai toujours pas fini, donc j'ai pas encore fini la saga, et je crois pas avoir terminé d'autres sagas. Ah si, j'en ai terminé une autre. Mais du coup, je parlais de celle-là. Donc, les chroniques de Spiderwick. Ici, le tome 1, le livre magique de Tommy DiTerlizzi et Holly Black. Voilà, j'ai terminé la saga au mois de juin. Oui. Ou non. Sur le week-end d'amis que j'ai fait au mois d'avril, qui est sorti au mois de mai. Oh, je sais plus, un délire comme ça. C'est une saga que j'ai bien aimée. Je vais lire la deuxième saga, espèce de saga spin-off et tout. Mais c'est dommage parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Et à partir du tome 3, c'est un petit peu parti en couille. Heureusement qu'il n'y a eu que 5 tomes en fait dans la saga, parce que je pense que si on avait eu plus, j'aurais pas été plus loin. Pourtant, je vais lire la saga spin-off, je vais tenter le tome 1, peut-être le tome 2. Je vais voir ce que ça donne en fait. Mais si ça me fait le même effet qu'avec cette saga là, j'arrêterai. Mais c'est dommage parce que franchement le tome 1 était vraiment cool, le tome 2 aussi. Et après je sais pas, c'est parti un peu... En fait après je pense que c'est très répétitif dans les tomes. Et du coup j'ai perdu l'envie d'y aller parce que c'est toujours la même chose. Vous voyez, c'est un peu dommage. Mais j'ai quand même globalement bien aimé la saga. Et on a aussi des illustrations. Et en fait je pensais que c'était écrit à 4 mains. Mais j'ai découvert l'autre fois que non, c'est écrit par Holly Black et illustré par Tommy DiTerlizzi. Voilà. Pour la question 9, j'ai dû vérifier. En général, en fait, j'avais laissé cette question 9 parce que ça me permettait de reparler d'un livre d'un de mes auteurs préférés ou d'une de mes autrices préférées parce que la plupart de mes auteurs et de mes autrices préférées sont français. Voilà, c'est comme ça. Enfin, il y en a 3-4 qui sont français. Gail River, elle n'est pas française par exemple, mais bref. Et du coup, ça me permettait de remettre un livre d'une de ces personnes-là dans cette question-là. Et là, là, j'ai dû aller vérifier qu'ils étaient bien français, parce que j'étais pas sûre du tout. Donc la question c'est, avez-vous lu un livre, un roman d'un auteur ou d'une autrice française? Et là, franchement, j'ai galéré. J'ai dû aller vérifier, c'est écrit à 4 mains, et les deux sont français. Il y en a un, j'étais sûre, mais l'autre, j'étais pas très sûre. Enfin, qu'elle écrive en français, oui, mais qu'elle soit française, née française, ça j'étais pas sûre, et en fait c'est le cas. Bref, donc 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn. Voilà, j'ai adoré ce livre. D'ailleurs, j'ai acheté La Dame des Murs il n'y a pas longtemps, qui doit être là-bas. Je pense que je vais le lire dans pas très longtemps, La Dame des Murs. Et vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Alors, il est sorti il y a très longtemps, puisqu'il est sorti en 2014, logiquement.
Beaucoup de monde en avait parlé, beaucoup de monde l'avait lu, beaucoup de monde l'avait recommandé. Mais moi, dès qu'on parle de guerre, je suis pas très sûre. Et en fait, ça se passe avant la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, on rencontre Adrien qui vit en 2014 et qui... je sais plus si c'est lui qui envoie la première lettre. Oui, je crois que c'est ça. En fait, c'est pour la nouvelle année 2014, il me semble. Et à un moment donné, sa mère lui dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes devoirs et tout. Et en fait, il fait pas du tout ses devoirs, il a pas du tout envie de les faire. Du coup, il dit bah non, je suis en train d'écrire des lettres de bonne année quoi. Chose qui ne se fait pas en 2014, enfin qui ne se fait plus en 2014, t'envoies pas des lettres de bonne année, des cartes à la limite, et encore ça se fait de moins en moins. Et donc bah du coup sa mère lui dit ah ouais trop bien et tout, tu pourras en envoyer une à ton cousin machin bidule. Et du coup bah, il se sent un peu obligé d'écrire cette lettre parce qu'il a dit qu'il le faisait. Donc il écrit cette lettre et il poste cette lettre. Et cette lettre arrive à Adrien avec un H en 1914. C'est lui qui reçoit la lettre. Et donc les deux garçons vont commencer à échanger des lettres comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'était pas gagné parce qu'en fait au début j'ai été perturbée par le fait que aucun des deux garçons n'a conscience d'à qui il parle réellement. Moi je pensais qu'il savait qu'il parlait à 100 ans d'écart et c'est pas le cas en fait. Chacun croit qu'il parle à quelqu'un d'autre. C'est assez tardivement dans le livre qu'ils se rendent compte de qui est l'autre réellement et dans quelle année vit l'autre réellement. Ma voix a décidé de se barrer décidément. Et en fait j'ai vraiment adoré. C'était vraiment très cool. Et aussi ce que j'ai bien aimé, et ça je m'en suis rendu compte après avoir tourné la bête lecture, c'est que c'est assez rare d'avoir un point de vue comme ça sur la Première Guerre mondiale. On a tellement souvent la Seconde Guerre mondiale en livre, en littérature. On étudie beaucoup plus la Seconde Guerre mondiale que la première à l'école, en tout cas dans mon souvenir. Vraiment, moi j'ai un souvenir où on m'a rabâché encore et encore et encore la Deuxième Guerre mondiale. J'avais envie de dire c'est bon, on a compris. Vraiment, et la Première Guerre, on l'étudie pas tant que ça. Ou alors peut-être que c'est juste moi qui me suis pas intéressée à la Première Guerre mondiale, mais j'étais pas forcément beaucoup plus intéressée par la Seconde Guerre mondiale, tellement j'en avais marre à la fin. Bref. Et donc j'étais vraiment contente de voir ça en littérature. Tellement contente que j'ai même dit que j'aurais aimé qu'ils fassent la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Alors que j'aime pas lire sur la Seconde Guerre mondiale, c'est vous dire. Je suis désolée si le cadre a changé, mais vous avez plus de batterie, du coup j'ai dû la changer, donc potentiellement ça a été un petit peu décalé, c'est pas la fin du monde. Il restait que 3 questions, pourtant. Donc, 10e question, avez-vous lu un roman adapté au cinéma? Et je vous jure que j'ai cherché, je vous assure que j'ai cherché un autre roman ou une autre saga, mais je n'ai pas trouvé. Donc, eh bien, Harry Potter. Oui, pour ceux qui ont vu mon vlog, vous les avez déjà vus ceux-là. Donc c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Tant qu'à faire, on va tout faire avec l'accent. On me les a offerts pour Noël. Oui, je sais, on est au mois de juillet. Si vous voulez avoir le détail de pourquoi j'ai eu mon cadeau de Noël au mois de juin, allez voir le vlog. Voilà, je serais contente de les avoir dans cette édition-là. Et du coup, bah, j'ai commencé à relire Harry Potter. Donc j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et 4. Et là, je suis toujours en train de relire le tome 5, ça va prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi en français on a 900 pages de plus dans le tome 5. C'est-à-dire, non, 150 pages de plus, je crois. Parce que le tome 5 en VO, il fait à peine 800 pages. En VF, il en fait 970, 980, je crois. Pourquoi? J'ai pas compris. Bref, du coup, voilà, je suis en train de relire Harry Potter, donc ce sont les seuls livres adaptés que j'ai lus. J'étais dégoûtée parce que du coup il y a les Alice Oseman qui ont été adaptés en série, mais j'ai pas lu de tome cette année, donc du coup je pouvais pas citer ça. Vraiment j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Alors j'ai pas été vérifiée j'ai pas été jusqu'à regarder si chaque livre que j'ai lu avait été adapté et que je le savais pas. Parce que là j'en aurais pour 150 ans. Mais voilà, du coup Harry Potter, pour le plaisir, je vous remonte cette couverture. Et s'il vous plaît, les éditeurs français, ça vous dit pas de nous faire des belles couvertures sur tous les tomes? Non mais vraiment. Bref, j'ai dit tout ça dans mon vlog, donc je vais pas revenir là-dessus. Question 11, celle-là de base je l'avais laissée parce que ça m'arrive souvent de faire ça en lisant, et ça m'arrive en fait de moins en moins. Du coup j'ai un peu galéré pour cette question. C'est avez-vous lu un livre qui vous a fait pleurer? Et en fait, de ce que je me rappelle, il y en a qu'un. Sur 6 mois, il y en a qu'un. C'est très très peu parce que moi je pleure beaucoup en lecture. Oui, bah c'est comme ça, écoutez. Je pleure devant des séries, je pleure devant des films, je pleure en lisant. C'est comme ça, c'est comme
ça. Mais là, il n'y en a qu'un. Je ne me rappelle pas avoir pleuré une autre fois pour un autre roman. Donc de base, je l'avais mis dans une autre question. J'ai été obligée de changer parce que j'en ai pas trouvé d'autres qui m'ont fait pleurer. Donc voilà. Les brumes de cendre lune, le tome 3, Les ombres célestes de Georgia Caldera. J'ai adoré cette saga. J'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 3. Je vais pas revenir dessus. J'en ai beaucoup parlé en vlog et en livre de lecture du coup. Mais vraiment, j'ai adoré cette saga. Et la fin du tome 3, je savais, hein, c'est la fin de la saga. Je préfère les fins tristes. J'aime pas les fins en mode bisounours, tout est bien qui finit bien, tout va bien et tout. Donc j'espérais une fin triste. On a une fin bien triste et bah du coup j'ai chialé. Voilà. Si vous connaissez pas cette saga, on y suit Verlaine et ses filles. Verlaine habite, on est dans une dystopie où le monde est géré par un dieu. Et donc Verlaine habite au château avec le dieu et tout. Et ses fils est un petit peu une recluse de la société. Ses parents ont été tués. Son frère a été embrigadé dans la milice police de l'état, de la ville dans laquelle ils sont. Et elle a été amputée en termes de... Enfin, c'est ce qui fait sa punition pour être la fille de ses parents, en gros. Et donc du coup, elle grandit comme ça. Et ses fils et Verlaine vont se rencontrer sans savoir qui est l'autre au début. Et puis petit à petit, ses fils vont découvrir qui est Verlaine, ce qu'il fait et tout. Et ils vont découvrir qu'ils ont un passé commun. On y parle de vie antérieure. Alors dit comme ça, franchement, moi ça m'aurait pas tenté de ouf. Je vous avoue parce que les vies antérieures, spoiler alerte, j'y crois pas. Oui non mais je crois en rien, voilà. Mais dans l'univers ça match de ouf, c'est vraiment cool. J'ai adoré Verlaine. Voilà, Verlaine est un de mes personnages préférés. Pourquoi je l'ai pas mis dans la question parce que j'ai pas découvert Verlaine cette année. Voilà, du coup je pouvais pas le mettre là. Mais vraiment Verlaine, j'adore. Globalement, je pense que dans mon top 10 de tous mes personnages préférés, il y a quasiment que des mecs. Je pourrais même m'amuser à le faire si vous voulez. Un jour, je fais un top 10 de mes personnages préférés. Bon, le numéro 1, je pense que vous l'avez. Le numéro 2, peut-être bien. Verlaine est peut-être numéro 3, je sais pas, faudrait que je regarde. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse un top 10 de mes personnages préférés, sachant que, quoi qu'il arrive, je vous l'annonce de maintenant, Pita sera numéro 1, non mais je vous le dis, et que je pense que 9 sur 10, allez 8 sur 10 sûr, je pense que ça sera des personnages masculins. Et la question 12, je me rappelle l'avoir volontairement laissée pour trouver un livre à mettre dans cette question, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à parler de livres qui me font ressentir des émotions positives. Genre par exemple, je suis capable de vous dire que j'ai adoré la trilogie des Brumes de Cendre Lune, je suis passée par toutes les émotions, j'ai fini par chialer, vraiment. Pareil pour, comment ça s'appelle, Harper Connelly là, c'est pas des sentiments hyper positifs, hyper fun, et je suis capable de vous dire que j'adore, parce que j'ai été triste, parce que j'ai été énervée. Voilà. Mais quand un livre me fait ressentir de la joie, j'ai beaucoup plus de mal à le verbaliser. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc la question 12, c'est avez-vous lu un livre qui vous a rempli de joie? Autrement dit, Audrey galère à trouver une réponse à cette question et un livre à mettre dans cette question. Voilà, du coup j'ai tout simplement pris une saga que j'adore, une héroïne que j'adore, qui peut-être est dans mon top 10, je ne sais pas. Je vous jure que si vous me dites, si au moins une personne me dit oui je le ferai ce top 10, mais ça va être compliqué. Non mais vraiment ça va être compliqué. Bref, donc j'ai choisi Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell. J'ai aussi lu le tome 4, mais j'ai choisi le tome 3 et pas le tome 4 parce que j'ai préféré le tome 3 au tome 4, tout simplement. Vraiment j'adore cette saga, j'adore ce personnage. Il y a quelques petits trucs qui me font un petit peu grincer des dents et avec lesquels je suis pas hyper à l'aise dans la saga, mais ça n'empêche pas que j'aime la saga, vraiment. Il y avait aussi dans Charlie Davidson, pour revenir à elle, parce que c'est ma référence en bitlit, il y a aussi des trucs dans Charlie Davidson avec lesquels je n'accroche pas, avec lesquels je n'adhère pas et avec lesquels je ne suis pas d'accord, sur les 13 tomes, je crois, de Charlie Davidson quand même. Mais j'adore Charlie, j'adore l'univers, j'adore le personnage, et c'est exactement la même chose ici. J'adore Rebecca Keane, j'adore Cassandra O'Donnell, j'adore la Big j'adore les personnages, j'adore. Voilà, j'adore. Donc voilà, et je suis à chaque fois contente de retourner dans la saga. Vraiment, je suis heureuse de lire un nouveau tome de la saga. J'ai pas encore lu à l'heure où je tourne le tome 5, mais ça ne saurait tarder. Vraiment, j'adore. Donc ici, rapidement, on suit Rebecca Keane, qui est une sorcière de guerre,
qui se planquait dans une petite ville tranquille des États-Unis, mais qui va finalement devenir un petit peu chef des créatures surnaturelles sur place parce que elle n'a pas trop le choix. Voilà, elle est chargée de gérer la cohésion des créatures surnaturelles, donc des loups-garous, des potionneuses, qui ne sont pas la même chose que les sorcières, des démons et des vampires. Voilà, c'est son rôle, ça s'appelle un Asaïm, j'ai retrouvé le nom. Voilà, c'est son rôle là-dedans, et donc du coup on a pas mal de créatures surnaturelles, pas mal de métamorphes, de dragons j'allais dire, non, on n'a pas de dragons, de sorcières, de potionneuses, des trucs comme ça, vraiment c'est un univers hyper riche, hyper cool, et j'aime beaucoup cette saga. Voilà. Du coup, comme j'ai été interrompue en plein milieu parce que vous vous êtes coupé, je ne sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo. Je pense qu'elle est longue, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.